Julien Drey, député socialiste de l'Essonne, publie L'épreuve au Cherche Midi, un livre dans lequel il raconte comment il a été mis en cause pour des supposés détournements de fonds contre SOS Racisme et un syndicat. Merci Julien Drey d'être avec nous. Alors avant de parler de ce livre, je voudrais d'abord qu'on revienne évidemment sur l'affaire Mitterrand. Vous estimez qu'il y a une sorte de flingage médiatique en ce moment ? Je connais bien le processus qui est en cours, puisque j'ai quand même été un peu une sorte de cobaye de ce processus de lynchage ou de lapidation médiatique. Ce qui est étonnant, c'est que ce livre avait été écrit il y a plusieurs années. Tout le monde était au courant. 200 000 exemplaires, c'est pas rien. Les commentateurs et les observateurs savaient ce qu'il en était. Le président de la République aussi. Donc s'il y avait une contestation à faire, il fallait la faire au début. Ça vous a étonné que Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, immédiatement attaque François Mitterrand ? Frédéric Mitterrand, pardon. Vous voyez, le lapsus est presque un peu révélateur, si vous me permettez. Ce qui m'a étonné, c'est que le porte-parole du Parti Socialiste, d'abord, parle à tort et à travers. Quand on est porte-parole du Parti Socialiste, on a des devoirs, on n'a pas que des droits, et pas simplement le droit à la parole. On a le devoir de représenter tout le Parti Socialiste. Donc quand on parle, on doit faire attention d'être vraiment au point de convergence de toutes les opinions du Parti Socialiste et les rassembler. On ne doit pas parler parce que simplement on a envie de parler, ou parce que ça fait bien, ou parce qu'on fait un coup médiatique, ou parce que son nom va être ainsi cité, parce que peut-être on est en mal de publicité. J'ai été pendant 4 ans porte-parole du Parti Socialiste. Vous estimez qu'il a joint sa voix à celle du Front National dans cette affaire ? J'estime surtout qu'il a fait une grosse faute politique. Parce qu'effectivement, il a parlé en son nom personnel, pas au nom du Parti Socialiste. Et il a mis tous les socialistes devant le fait accompli. Sur une question qui n'est pas une petite question, qui n'est pas une question anecdotique. Bon, d'autant effectivement qu'il mettait ses pas dans les pas de Marine Le Pen et du Front National. Et que les termes qu'il a employés étaient les mêmes. Et que j'ai entendu d'ailleurs un certain nombre de ses amis par la suite dire « Oui, on assume parce qu'on ne va pas laisser ce terrain-là au Front National. Oui. » Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si c'est comme ça, vous voyez, si on ne laisse pas ce terrain-là au Front National sur d'autres questions, notamment sur les questions d'immigration, on risque d'avoir de sacrés dérapages. Il avait dit, ou presque demandé, que Frédéric Mitterrand démissionne. Vous pensez que c'est Benoît Hamon qui devrait démissionner aujourd'hui ? Écoutez, moi, je ne me mêle plus des histoires internes au Parti Socialiste. J'en suis un petit peu à la périphérie. Je m'en porte mieux, je vais vous dire honnêtement. Ça a été difficile au début. Maintenant, je regarde ça un peu comme un spectateur. Je vois ces débats et ces ébats. Et je suis inquiet, évidemment, sur l'avenir du Parti Socialiste, sur cette dérive que je vois s'installer, d'une sorte d'opportunisme médiatique où on n'a plus de ligne. On n'a plus de ligne directrice, on n'est pas capable de fabriquer un projet, on n'est pas capable de répondre sur les vraies questions, et alors à partir de là, on se laisse balloter par l'actualité. Oui, alors est-ce que le Parti Socialiste, par exemple, a raison d'attaquer le fils de M. Sarkozy, qui doit être nommé à la tête de l'organisme qui gère le puissant quartier de la Défense, alors qu'il n'a que 22 ans ? 23. Moi, si vous voulez, les arguments qui sont employés pour justifier l'attaque contre Jean Sarkozy me gênent. Pourquoi ? Parce qu'on n'attaque pas un jeune en lui disant « t'as pas le droit de prendre des responsabilités parce que t'es trop jeune ». C'est quand même un drôle d'argument, surtout pour des socialistes qui veulent permettre à la jeunesse, en général, d'arriver à des responsabilités. On n'attaque pas quelqu'un parce qu'il a le même nom que son père. Parce que ça aussi, il n'est pas responsable du nom de son père. Oui, mais ce que dit Mme Royal en disant « est-ce que s'il ne s'appelait pas Sarkozy, est-ce qu'il serait à cette place-là aujourd'hui ?» Si vous voulez, je dirais à ceux qui emploient ces arguments de faire attention, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut se retourner aussi contre eux. Ils ont des enfants qui peuvent aussi être amenés à un moment donné ou à un autre à prendre des responsabilités politiques. Moi, j'ai pensé, quand j'ai entendu cet argument, à cette situation, je suis fils d'instituteur. Et quand j'étais à l'école, et quand j'avais des bonnes notes, souvent les autres disaient « c'est normal, c'est le fils de l'instituteur ». Et c'était insupportable, parce que c'était pas vrai. Au contraire, j'étais même obligé d'en faire plus, parce qu'on me pardonnait rien. En tous les cas, mon père, lui, me pardonnait rien en matière scolaire. Alors, qu'on dénonce ce qui est vrai, un système qui est en train de s'installer, une toile d'araignée qui est tissée par Nicolas Sarkozy. C'est une sorte de monarchie, comme le dit François Bayrou. Oui, qu'on dénonce un système qui est en train de se mettre en place, ça je suis d'accord. Qu'on fasse attention aux arguments, c'est là aussi où il faut un peu de prudence. Je veux dire, j'aurais préféré qu'on aille beaucoup plus au combat, par exemple, contre la nomination de M. Pérolle, parce que là, il y avait un vrai problème. Ouais. C'est lui qui fait la fusion. Générale, oui. C'est lui qui fait la fusion entre la Caisse d'épargne et la Société Générale. Il devient le président. Bon, c'est vrai qu'on doit se poser des questions. De la même manière que le numéro 2 de France Télécom était le directeur de cabinet de Mme Lagarde encore il y a quelques semaines. Là, on voit des confusions des genres. Bon, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on mène le combat. Tout n'est pas permis en politique, pour moi. Et la fin ne justifie pas les moyens. Vous trouvez qu'il y a une sorte de droitisation du Parti Socialiste. Alors, sur un autre sujet, Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur... Je ne sais pas. Il y a visiblement un Parti
Parti socialiste qui, aujourd'hui, a besoin de retrouver des repères clairs, une orientation, un projet et une direction qui soit capable d'incarner ce projet. Et malheureusement, je pense que le Congrès de Reims n'a pas résolu ces problèmes-là. Daniel Vaillant, ancien ministre socialiste de l'Intérieur, a proposé la vente réglementée du cannabis immédiatement. Manuel Valls du Parti socialiste s'est dit en total désaccord avec ça. C'est pareil. Écoutez, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je m'occupe des problèmes de violence et d'insécurité. Et ça fait plus de 15 ans que je dis le problème du trafic des stupéfiants gangrène nos cités et a créé les conditions d'une économie souterraine et parallèle. Ça fait 15 ans qu'on me dit, mais vous allez voir, l'interdit va fonctionner. Ça fait 15 ans que je vois les choses dégénérer. Et donc, depuis déjà un certain nombre d'années, je me dis, à quoi ça sert de dire qu'on va lutter contre le trafic de stupéfiants, notamment le hashish, parce que le reste, c'est pas pareil. Je pense que pour ce qui est de l'héroïne ou de la cocaïne, c'est d'autres choses. Mais pour le cannabis, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense que Daniel Vaillant a raison de poser cette question-là, comme moi, je l'ai posée déjà il y a un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a un échec total sur le cannabis. Je pense que ça génère une économie parallèle insupportable qui gangrène toute la vie des cités. Et je pense que de toute manière, ce qu'on fait ne sert à rien. Quand vous arrêtez... D'ailleurs, les policiers eux-mêmes n'y croient plus. Voilà. Oui, vente réglementée donc du cannabis, vous êtes d'accord? Oui, à condition, vous savez, les Canadiens, de ce point de vue-là, ont souvent un temps d'avance. Regardez ce qu'on fait sur les cigarettes. On n'a pas interdit la vente des cigarettes, mais comment on a réussi à faire baisser la consommation des cigarettes? Par le prix, mais aussi par des campagnes très importantes contre la dépendance à la cigarette, sur les dangers. Et je pense que sur le cannabis, on pourrait faire la même chose. C'est-à-dire qu'on peut effectivement contrôler cette vente et en même temps, justement, pour pas dire à tout le monde, allez-y, fumez, montrer les dangers que ça représente sur le plan de la santé publique. Faire des vraies campagnes d'éducation chez les plus jeunes. Et vous verrez que les choses se passeraient autrement. Je viendrai vous publier, je le disais, l'épreuve au Cherche Midi. Donc vous y racontez comment vous avez été mis en cause pour des supposés détournements d'argent contre SOS Racisme, entre autres. Non, pas contre, au détriment. Au détriment. Mais vous dites, ma vie est un vrai champ de ruines aujourd'hui. Vous avez cette phrase dans ce livre. Vous avez été flingué médiatiquement, vous avez été flingué tout court. Et au regard de ce qui s'est passé depuis presque maintenant un an, je ne peux pas dire que j'ai été traité de manière, je dirais, équitable. Même flingué par le Parti Socialiste, par vos amis. Vous dites, évidemment, vous auriez attendu quelque chose de Martine Aubry, rien n'est venu. Oui. La chance de Frédéric Mitterrand, si je puis dire, et ce qui fait qu'il a pu peut-être mieux résister, c'est qu'au moins il a eu quelques personnes autour de lui qui l'ont défendu. Moi, je me suis retrouvé tout seul. À part quelques individus, des amis, Manuel Valls, il faut l'être honnête, Vincent Payon, par exemple, ou 2 ou 3 autres. Mais pas Martine Aubry, vous dites qu'elle a soutenu Kouchner lorsqu'il a été attaqué. Alors pas la direction de mon parti, qui, y compris même, visiblement, était, je dirais, enclin à penser que ce qu'il y avait dans la presse était peut-être vrai. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les jours passant, je découvre même qu'ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, alimenté les rédactions en rumeurs, en bruit de chiottes, comme on dit, pour accréditer la thèse d'un Julien Drey dépensier, d'un Julien Drey qui a une vie de jet-setter, d'un Julien Drey qui vivrait comme un nabab, alors que au quotidien, tous ces gens-là vivaient avec moi. À un moment donné, vous demandez, vous avez une sorte de pieuvre en face de vous, vous avez une rumeur qui s'installe, et il n'y a rien de plus terrible pour lutter contre la rumeur. Parce que vous avez beau dire la vérité, apporter les éléments, il y a toujours quelqu'un qui vient derrière pour dire « Oui, mais il n'a pas été clair autant que je le souhaitais, il manque cette petite virgule. » Voilà. Et moi, je le dis depuis le début, et c'est ce que je dis dans le livre, je n'ai rien à me reprocher. Je l'ai fait d'ailleurs en préambule du livre, et j'ai rien fait d'illégal. Merci, Julien Drey. Vous publiez donc l'épreuve au Cherche Midi. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.